Depuis le 17 mars, la France est plongée dans un confinement parfois difficile à gérer. Une crise exceptionnelle qui met en avant le service public bien souvent décrié. Directrice de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, du conseil départemental des Yvelines, Sandra Laventureux met un point d'honneur à la bonne tenue de son service, important même en cas de crise sanitaire. Bonjour Sandra et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, le 16 mars, Emmanuel Macron annonce que la France est placée en confinement. Comment est-ce que vous avez fait face au sein de votre service à cette mesure plutôt soudaine? Alors, au sein du département, je dirais, ça a été un moment d'une grande intensité, puisque si on mesure ce qu'est notre mission à l'aide sociale à l'enfance, c'est de repérer les enfants en situation de danger, c'est de les accompagner à leur domicile ou de les prendre en charge, compte tenu de ce qui se passait à l'occasion du confinement, c'est-à-dire l'impossibilité de mouvement, soit au sein des familles en difficulté, soit au sein des établissements où il y a des jeunes. On a vite compris qu'on allait avoir affaire à une situation singulière et singulière en termes de tension potentiellement. Cela d'autant plus que ces jeunes sont accompagnés par des professionnels du travail social dont on pouvait imaginer que même étant parents pourraient éventuellement être empêchés d'exercer leur mission. Et après plus d'un mois de confinement, est-ce que vous avez eu plus d'appels concernant des enfants en danger? Est-ce que vous en avez pris plus à charge ou pas du tout? Alors, les choses ont évolué, c'est-à-dire que assez rapidement, au moment du confinement, on a vu une baisse singulière des signalements, des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être. Pourquoi? Parce que d'abord, le premier signaleur, c'est l'éducation nationale. À partir du moment où les enfants ne vont plus à l'école, ils sont plus repérés dans leurs difficultés au sein des établissements scolaires. Donc on a vu même plutôt un effondrement. Vous avez identifié que assez rapidement, il y a une campagne d'information qui a rappelé que le 119 existait et qu'on pouvait continuer de dire sa difficulté en tant que parent, hein, qu'un enfant pouvait lui-même dire qu'il était mal dans sa situation familiale, bien n'importe qui, les citoyens pouvaient continuer d'appeler. Et on a vu une augmentation revenir, pas une augmentation au-delà des signalements d'avant, mais une remontée des signalements et aussi des appels à l'aide. Parce qu'on observe aujourd'hui qu'un bon nombre d'appels, pour un bon nombre d'appels, ce sont des parents qui disent je n'y arrive pas, venez m'aider. D'accord, c'est étonnant comme appel. Le confinement, ça peut être aussi signe de violence physique ou morale intrafamiliale. On le voit notamment à travers l'augmentation du nombre de femmes battues, parce que c'est aussi ce qui a été beaucoup mis en avant au début. Les enfants, Mmh. un petit peu moins. Là, on commence de plus en plus à en parler. Mmh. Comment est-ce que vous anticipez ce genre d'événement? Alors, d'abord, il faut dire que sur la scène nationale, quand même, les chiffres nous disent qu'on observe 30% d'augmentation des situations signalées de violences intrafamiliales, ce qui est beaucoup. C'est pas ce qu'on a observé sur ce département-là. Pour autant, qu'est-ce qui se passe? On a gardé une extrême vigilance, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que nos professionnels en charge de recueillir les demandes d'aide ou les informations liées à ces situations-là restent sur le pont. Donc on a tous nos professionnels, nos travailleurs sociaux, on les appelle comme ça, en charge de répondre aux familles en difficulté, aux enfants en difficulté, qui continuent d'être en lien avec les familles repérées comme étant vulnérables ou se signalant comme l'étant. Ils interviennent bien sûr à distance autant que faire se peut pour des raisons que vous comprenez bien, mais ils continuent également d'intervenir directement au domicile quand c'est nécessaire en respectant les gestes barrières bien sûr. Donc vous essayez au maximum de rester sur le terrain et de rester à l'écoute, on va dire, des enfants qui peuvent être victimes de cette violence familiale. Absolument, ça a été le premier enjeu en fait pour nous à partir du confinement de se dire comment on va faire en sorte de préserver les effectifs là où on en a besoin, comment on préserve des professionnels au repérage, à l'accompagnement au domicile et à la prise en charge des jeunes qui nous sont confiés parce que c'est une grande part de notre travail également. Alors, il y a aussi de nombreux jeunes qui sont accueillis à la maison de l'enfance yvelinoise, des Oui. enfants qui sont confiés à l'ASE. Comment faire Mmh. pour confiner des jeunes tout en ayant une équipe réduite? Alors c'était effectivement le challenge de cette affaire-là. D'abord confiner des jeunes, c'est quasiment une histoire impossible, vous l'imaginez bien. C'est Oui. difficile pour nous d'être en
confiné. Expliquer à un adolescent qu'il va devoir rester à l'intérieur d'un bâtiment, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc, d'abord, évidemment, on a fait en sorte de garder des professionnels en situation d'accompagner les jeunes. Pour ça, on a redéployé nos effectifs départementaux auprès de ces jeunes au sein des établissements. Parce que vous savez bien que dans un département, il y a différents métiers et on a fait en sorte que les jeunes au sein du département, les professionnels au sein du département puissent aller prendre en charge ces enfants dans les établissements. C'est la première chose. L'autre chose, c'était de se dire comment on fait pour leur donner la possibilité de respirer. Donc, on a mis en place plusieurs projets, des projets d'aération. On est accueillis par le Centre national des scouts, où on déplace des groupes qui ont été confinés ensemble au sein de ce centre pour qu'ils puissent aller s'aérer et profiter un peu de la nature dans cette période et dans des conditions bien sûr sécures sur le plan sanitaire dans cette période difficile. Et puis, on utilise aussi un de nos sites qui est le campus des Mureaux pour accueillir des adolescents dans des conditions, on va dire, un peu desserrées, parce que c'est ça le sujet. Et ce matin, j'étais à la base Boucle de Seine pour aller identifier un nouveau lieu d'aération de ces jeunes en mal d'extérieur. Et le 23 mars, vous aviez annoncé que des tablettes numériques munies de contenu pédagogique seraient à disposition des enfants. Oui. Est-ce que cette méthode a pu être mise en place? Est-ce qu'il y a un bon bilan aujourd'hui? Ça a été déployé sur les deux départements que sont les Yvelines et les Hauts-de-Seine. On a distribué des tablettes à tous les jeunes qui sont pris en charge au sein d'établissements, mais aussi à des jeunes qui sont pris en charge au sein de familles d'accueil. Ces tablettes, évidemment, sont à la fois équipées de contenu pédagogique, mais aussi de jeux, il faut être clair, parce qu'il faut être un peu attractif Oui. pour nos jeunes, sinon ça serait vite mis au rebut. L'idée, c'est de continuer à garder un lien avec les supports pédagogiques et on a pour ça des collaborations étroites avec les enseignants de l'éducation nationale pour nous accompagner dans cette démarche. Alors vous en parliez, de nombreux travailleurs sociaux sont chaque jour sur le terrain à la rencontre des familles ou encore pour s'assurer de la sécurité des enfants. Est-ce qu'ils ont le droit, eux aussi, à une reconnaissance particulière de la part du gouvernement et du département ? Ouais, en fait, alors de la part du département, bien sûr, on a identifié au sein de nos services que ces professionnels étaient des professionnels de première ligne immédiatement. L'État a fini par l'identifier puisqu'aujourd'hui ils ont accès aux mêmes facilité, on va dire, que les soignants. Ils ont la possibilité de faire prendre en charge leurs enfants dans des systèmes de garde qui sont équivalents, de telle sorte qu'on leur permet d'aller travailler, de se déplacer, d'être présent auprès des enfants qui ont besoin d'être accompagnés. Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les familles autorisées puissent garder le contact avec leurs enfants quand ils sont, par exemple, à la maison de l'enfance yvelinoise ? Ouais, alors ça c'est un véritable sujet. Vous savez que les enfants qui nous sont confiés, ils ont bien sûr la possibilité et c'est bien normal de continuer à être en relation avec leurs parents qu'ils rencontrent régulièrement à l'occasion de droits de visite, on appelle ça comme ça, ou de vacances. On a donc utilisé ces tablettes essentiellement pour pouvoir sur lesquels on a déployé des outils qui permettent aux enfants de continuer à être en contact avec leurs parents par un outil visio. Et ça leur fait du bien aux enfants de garder ce contact ? C'était indispensable. C'est indispensable. Ça reste un sujet compliqué, vous savez, parce que là, on parle des enfants qui sont en capacité d'utiliser des tablettes. Nous sont confiés également des bébés, qui est un bébé qui n'est pas en contact avec sa famille pendant un long moment. Ça pose un sujet sur les relations. Donc, ces enfants, évidemment, n'utilisent pas des tablettes quand ils sont tout petits, mais on leur permet d'entendre la voix de leurs parents. Eh bien, on espère sincèrement que la situation pourra
revenir à la normale très rapidement. Merci beaucoup, Sandra Laventureux, d'avoir été avec nous. Je rappelle que si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'enfant en danger, vous pouvez contacter le 119. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.